Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la révision de la Constitution. Après une première tentative de révision de la Constitution rejetée par l'opposition et la société civile en 2017, le Conseil des ministres du jeudi 20 décembre 2018, présidé par le président de la République, vient de remettre le projet sur la table. Nos invités sur ce plateau, Dr Fousseini Doumbia, constitutionnaliste, Dr Souleymane Dey, professeur de la faculté de droit public à l'Université du Mali, Maître Abdrahmane Ben Mamata Touré, avocat au barreau malien. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors, nous ouvrons ces débats avec vous, Monsieur Doumbia. Pourquoi réviser la Constitution malienne? Alors, je vous remercie pour cette immense opportunité que vous n'arrêtez jamais de nous offrir pour parler sur des questions essentielles de la société. Alors, comme vous le savez, on dit qu'une constitution, c'est quelque chose qui est vivante. Elle produit ce qu'on appelle le cycle biologique, c'est-à-dire elle naît, se développe et meurt. Alors, on constate que cette existence est rythmée par ce qu'on appelle l'existence du pouvoir constituant, qui peut être originaire au moment de l'élaboration de la Constitution et dérivé au moment de sa révision. Alors, quand vous regardez la Constitution malienne, moi j'ai l'habitude de dire que c'est l'une des constitutions les plus stables au monde, et pourquoi pas même dépassée, parce que depuis qu'elle a été mise en place, c'est-à-dire adoptée en 1992, elle n'a fait l'objet d'aucune réforme, alors que le droit constitutionnel a beaucoup évolué. Les pratiques des années 90 et maintenant ne sont plus conciliables. Donc, il faudra impérativement aller dans le cadre d'une réforme, non seulement pour tenir compte à l'évolution du droit constitutionnel, mais aussi pour tenir compte également à un certain nombre de circonstances que nous avons vécues à la suite de la signature des différents accords de sortie de crise. Donc, il faut impérativement aller dans le sens d'une réforme. Maintenant, la grande question qui mérite d'être posée, est-ce que la réforme qui sera la 4e, qui va être lancée bientôt, quelle est la méthode à suivre? Parce qu'en réalité, nous venons de plusieurs tentatives qui ont échoué. Je crois que ça sera la 4e. Quelles sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour aller dans le sens d'une réforme aussi intéressante qui concerne l'intérêt national du pays? Parce que quand on prend la Constitution, moi j'ai l'habitude de dire que la question de la Constitution, c'est une question d'intérêt national. Ça concerne tout un ensemble, ce n'est pas l'affaire exclusive des juristes. C'est vrai, les juristes sont chargés de la manipuler, mais c'est aussi l'affaire des politiques et l'affaire des sociologues aussi. D'accord. Donc, il faudra tirer les enseignements des échecs précédents pour permettre à la 4e tentative d'être une véritable réussite. Et vous, M. Touré, qu'en dites-vous? Merci, Mme Togola. Moi, je pense que parler du pourquoi de la révision de la Constitution, nous poser cette question à cet instant T, me semble une question un peu difficile. Et en ce sens que, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos, que le Conseil des ministres a en tout cas décidé qu'on aille vers la révision de la Constitution, mais sans donner d'amples informations. Donc à ce jour, les raisons en tout cas qui motivent le redémarrage de ce projet de révision de la Constitution n'ont pas été déclinées dans la déclaration faite par le Conseil des ministres, qui pour moi est encore au stade d'une simple instruction du président de la République. Et une constitution, elle ne se modifie pas sur la base d'une simple instruction, elle se modifie sur la base également d'un certain nombre de choses au rang desquelles les raisons principales qui amènent le pouvoir qui dispose des possibilités de révision à entamer une telle démarche. Donc à ce stade, moi je ne peux pas vraiment dire pourquoi il faut aller à cette révision, sauf si on se base sur les tentatives en tout cas antérieures qui ont déjà été initiées, notamment la dernière qui a été mise en sommeil. Sinon à ce stade précis, moi je ne peux pas
dire pourquoi il faut aller à une révision constitutionnelle, parce qu'on ne sait pas ce que les pouvoirs publics également vont décliner dans le cadre des termes de référence et des objectifs, ainsi que de la méthodologie pour y aller. D'accord. Et vous, Monsieur D? Écoutez, je me joins à mes prédécesseurs pour dire bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani et de vos chaînes partenaires. Bien, il n'y a pas grand-chose à ajouter, plus que ce que le docteur Doumbia vient de dire et maître Ben Mamata. C'est qu'on sait aujourd'hui que notre constitution date de 92, et puis un peu plus de 25 ans après, elle n'a pas connu de modifications. Et alors que, bien sûr, on le sait, les constitutions, bien sûr, s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, ce qui suppose que la société qu'elle vise à régir est une société qui évolue. Donc les réalités n'étant pas les mêmes, il y a lieu aujourd'hui certainement d'adapter notre constitution à nos pratiques d'aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les changements nécessaires à apporter? Alors, est-ce qu'on peut parler de changement pour l'instant? Ce que je veux dire et qu'il faut retenir tout de suite, c'est que tout le monde est unanime que notre constitution, bien sûr, présente des insuffisances. Le constat qui se dégage, c'est que notre constitution présente des insuffisances et à plusieurs niveaux. Des insuffisances au niveau textuel, mais des insuffisances que je qualifie de l'interprétation, bien sûr, de la Cour constitutionnelle, parce que là, cette fois-ci, on ne va vraiment pas les rater sur le terrain. Il y a des ratages de la Cour constitutionnelle qu'il faut décrier, en ce sens que je mets dans les ratages de la Cour constitutionnelle toutes les fois où la Cour a été amenée à donner des interprétations qui n'avaient rien à voir avec le fondement textuel qu'on avait dans le corpus juridique. Il y a des crises multiformes aujourd'hui dans ces pays, et que les facteurs sont nombreux. Il y a le risque d'instabilité institutionnelle, les risques sécuritaires qu'on ne dit à personne, les risques même de l'atteinte à l'intégrité territoriale qui a été utilisée en 2017 pour torpiller, bien sûr, la réforme, mais aussi et surtout, en dernier point, la méfiance des citoyens. Et aujourd'hui, on assiste à une méfiance terrible des citoyens vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des accords. Mais pourquoi cette méfiance? Alors, est-ce que nos institutions aujourd'hui prônent le bon exemple? C'est ça surtout la problématique qu'il faut poser. Je crois que dans les débats, on y reviendra. Pourquoi aujourd'hui les citoyens de plus en plus est méfiant vis-à-vis des institutions de la République? Et alors, bien sûr, nous allons demander à M. Touré, si possible, de répondre aux propos de M. D. Moi, je pense que, effectivement, comme il l'a si bien dit, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Je reviens toujours sur le dernier projet qui avait été initié pour pouvoir, en tout cas, expliquer, parce que logiquement, on va se dire que ça a été arrêté pour des raisons conjoncturelles, mais les objectifs demeurent les mêmes. Et les objectifs proclamés dans le cadre du dernier projet, principalement, c'est deux choses que j'ai retenues. La mise en conformité de la Constitution avec l'accord issu du processus d'Alger, et également aussi les questions d'adaptation et de certaines normes au niveau de la Constitution par rapport à des évolutions sous-régionales ou à des questions de politique interne. Donc sur le premier point, par rapport à l'adaptation de la Constitution par rapport à la mise en œuvre, par rapport à l'accord d'Alger, les méfiances sont un peu plus grandes et je fais partie des personnes qui, en tout cas, pensent qu'on ne devrait pas, en tout cas, adapter notre Constitution à un accord politique, un accord issu du processus d'Alger obtenu dans des conditions où notre État n'était pas dans toutes ses prérogatives. À ce niveau-là, on peut simplement expliquer que, effectivement, le projet initial qui avait été amené, qui a été amendé à l'Assemblée, et la mouture finale qui est sortie a été vraiment nettoyée de tout ce qui avait un trait et qui était relatif à l'accord d'Alger pratiquement. Donc, le premier objectif proclamé de l'accord d'Alger, ce qui pouvait subsister simplement, c'était la question du Sénat. Sauf que le Sénat n'est pas une nouvelle donne dans les projets de révision depuis 2001, 2011 également. On avait en tout cas le Sénat qui était prévu. Donc grosso modo, rien dans l'accord d'Alger n'est resté dans le projet qu'on a mis en sommeil il y a une année de cela. Donc la méfiance à ce niveau, on peut se dire qu'elle est un peu aménusée, sauf qu'il y a dans le projet d'autres aspects qui peuvent amener nos gouvernants à peut-être prendre en compte être ces aspects-là? Ces aspects, notamment la possibilité de changement, de modification des procédures de révision de la Constitution.
constitution. Pour moi, c'est le point le plus culminant dans une perspective de révision constitutionnelle. Quand on va d'une constitution rigide, celle qu'on a aujourd'hui, et on veut aller vers une constitution de type souple qui donne une possibilité de révision par voie de congrès, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement réunis, ça peut amener un État dans des positions très difficiles à faire passer des choses qui normalement ne pourront pas passer et qui doivent être soumises à l'appréciation du peuple. Donc s'il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète un tout petit peu dans le projet mis en sommeil, c'est vraiment ce premier aspect de possibilité de révision de la Constitution par cette voie de la souplesse. Quand on regarde l'histoire institutionnelle récente de ce pays, on peut se dire que ce qui a sauvé le Mali, même dans sa forme actuelle, dans son unité, c'est sa Constitution qui est rigide. Donc si on veut aller vers une révision de la Constitution et qu'on sorte de la rigidité et on rentre maintenant dans la souplesse de la Constitution, moi je pense que cela peut desservir fortement un État qui n'est pas un État en tout cas qui est faible à ce moment-là. D'accord. Alors Monsieur Doumbia, selon vous, pourquoi tant de méfiance vis-à-vis de cette réforme? Alors vous savez que la question de la Constitution, c'est une question extrêmement complexe, surtout quand il s'agit d'un pays qui n'a jamais connu de réforme. Comme on dit, le Mali a une stabilité constitutionnelle au regard de sa comparaison avec certains pays étrangers où presque la Constitution a été modifiée presque tous les 6 mois. Donc le Mali ne souffre pas d'une instabilité constitutionnelle et on vient des échecs, de connaître des échecs dans les différentes tentatives de réforme. Alors vous savez que le Mali vit aujourd'hui une situation extrêmement difficile, ça il faut le dire. Il y a une certaine crise de confiance entre les acteurs du processus démocratique et ce qui n'est pas du tout favorable à une sortie de crise rapide pour notre pays. Parce que je me dis, un pays qui est en crise, ce qui est surtout recherché, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs du processus démocratique, à l'ensemble des citoyens de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute préoccupation partisane et personnelle. Aujourd'hui, on constate que la crise est en train de s'enliser progressivement en raison de la division des citoyens, ce qui n'est pas du tout favorable au processus de réforme qui sera bientôt engagé. Déjà, on vient d'une élection où déjà il y a une partie qui ne reconnaît pas toujours la légalité, la légitimité d'une partie qui a été élue. Ça, ce n'est pas dans cette situation qu'on va aller dans une réforme et voir cette réforme vraiment réussie. Donc, pour réussir surtout cette réforme, moi je crois que le plus important, c'est de rassembler le peuple malien autour d'un intérêt national, autour d'un intérêt commun qui se trouve être la paix, la sécurité, la cohésion nationale et surtout la réforme. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas gérer un pays en période de crise comme en période normale. Dans toute démocratie, il y a un certain nombre de dialogues qui est institué entre les différentes parties, les différentes entités de cette démocratie, notamment la majorité et l'opposition. Donc il faut qu'on essaie de rétablir la confiance entre ces deux entités-là. Parce que ce n'est pas dans la crise de confiance que nous allons parvenir à une sortie de crise durable pour notre pays. Aucun pays n'est sorti de la crise, notamment tout en étant divisé. Dans la plupart des cas, quand il y a crise, la tendance générale, nous avons vu dans beaucoup d'États post-crise, tels que la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, où on est même parvenu à mettre en place un gouvernement d'union nationale, juste pour permettre un gouvernement de réconciliation nationale, pour permettre à toutes les entités politiques, toutes les entités de la société de se retrouver autour de l'essentiel, la sortie de crise. Une fois quand le pays va se normaliser, on va permettre à tout le monde de revenir dans sa position initiale et continuer la lutte pour la conquête du pouvoir. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du Mali. Nous sommes un peuple divisé et dans cette dynamique, il est très très difficile de sortir de cette situation. Et dans tout ça, Monsieur D, oui, vous voulez réagir à ça? Oui, et dans tout ça, quel sera le rôle des universitaires? Alors, très bonne question. L'échec, à mon avis, de toutes les tentatives antérieures était dû au fait de l'exclusion des universitaires du processus. Il ne s'agit pas d'aller prendre un professeur à l'université et de le mettre dans le comité d'experts. Parce que ce professeur qui arrive dans le comité d'experts, il vient sous l'étiquette d'un parti politique. Et là, nous n'appelons pas universitaire. À mon avis, vous avez touché du doigt le problème dans ces pays, c'est que tant qu'on ne va pas mettre
de la considération à nos universitaires, en tout cas accorder de la considération à nos universitaires, on ne sortira pas de cette situation. À mon avis, nous sommes les plus nantis, je ne parle pas à mon nom propre, mais je pense que l'université a les moyens aujourd'hui de penser et de faire accoucher par exemple un projet viable et accepté par tous. Mais en revenant dans les débats, vous savez que la méfiance dont on parlait et dont mes prédécesseurs viennent de renforcer, elle est d'autant plus ancrée que nul ne peut contester aujourd'hui au Mali que nous vivons une période instable. Parce que quand on parle d'instabilité, il faut l'entendre dans toutes ses facettes. L'instabilité comme source d'insécurité, elle est à la fois constitutionnelle. Vous savez aujourd'hui que nous avons des problèmes, mais cette instabilité constitutionnelle, nous amenons avec le curseur au pouvoir de révision comme source, bien sûr, d'insécurité. Vous imaginez ? Lorsque le pouvoir de révision, donc le pouvoir constitutionnel qu'on va désigner, va se permettre de manipuler ou d'engager des réformes sans concertation inclusive, comme ils l'ont dit, sans dialogue au plan national de tous les acteurs de la société civile, des partis politiques et autres, vous imaginez que le document au final qu'on va avoir sera forcément contesté. Mais aussi et surtout, l'interprétation est aussi une source d'insécurité. Vous avez vu que l'année dernière, je parle de 2017, la révision qui a été torpillée, il y avait une interprétation de la Cour constitutionnelle qui était là, autour de l'article 118. Donc quand on parle d'insécurité constitutionnelle, il s'agit surtout du pouvoir constitutionnel, mais aussi et surtout de l'interprétation que la Cour va accorder. Parce qu'il faut faire extrêmement attention à ce niveau. Et en plus, il y a une insécurité aujourd'hui qu'on connaît au Mali qui est institutionnelle. Vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a une persistance au niveau d'une instabilité institutionnelle. Et d'ailleurs, sous le régime Ibeka, cette instabilité a pris une toute nouvelle forme avec 5 premiers ministres. Et des gens qui sont nommés premiers ministres aujourd'hui, le temps de comprendre les dossiers et de s'imprégner des réalités, il y a un remaniement. Donc à un moment donné, ça pose énormément de problèmes et qui oblige tous chercheurs que nous sommes à changer à ce qu'on appelle une instabilité comme phénomène d'adaptation. On est obligé de nous adapter aux réalités du Mali d'aujourd'hui. Et cette obligation de nous adapter, elle se tient tant au niveau de l'adoption institutionnelle, mais au niveau de l'adoption constitutionnelle. Donc encore une fois de plus, ces réflexions qui doivent être poussées, doivent être tenues par des Maliens. Il faut éviter d'aller chercher des experts à l'étranger, comme ça a été le cas en 2017, qui ne connaissent rien de notre réalité politique, qui ne connaissent rien de nos réalités sociales et économiques. Donc il faudra, je connais Ben Mamata depuis peu, on se connaît de façon virtuelle, mais on sait aujourd'hui dans ces pays qu'on a des cadres valables, des hommes qui peuvent pousser la réflexion avec la méthode qu'il faut pour arriver à un document consensuel. Encore une fois de plus, sans dialogue inclusif, sans concertation de toutes les couches de la nation, on ne sortira pas, une fois de plus, de cette crise. Et encore pire aujourd'hui, quand il y a cette fracture qu'on constate dans notre société, où aucune couche ne semble être unie, il y a danger à la maison. Il faut d'abord colmater les brèches, il faut parler aux Maliens, il faut que tout le monde se comprenne et que tout le monde se retrouve autour de l'essentiel pour qu'on puisse parler et penser. Alors, M. Touré, dans la démarche méthodologique, comme M. D vient de le mentionner, comment faut-il s'y prendre, selon vous? Moi, je pense qu'il faut d'abord dégager clairement l'objectif de la révision, partager suffisamment ces objectifs, se faire comprendre également là-dessus. Je pense qu'on a suffisamment évolué sur ce plan avec l'ancien projet et les points de discorde entre les différents protagonistes, en tout cas sur le champ de la révision, sont connus. Donc faire un état des lieux des points de divergence, pouvoir trouver en tout cas un point d'arbitrage sur ces différents points et amener tout le monde également à suivre le mouvement pour qu'on puisse aller vers cette réforme. Maintenant, réformer pourquoi? Est-ce qu'on va réviser simplement la Constitution pour changer certains aspects ou bien on va vraiment aller dans le sens de la refondation d'un État? Vous savez, quand on veut refonder totalement un État ou quand on veut réviser simplement certains aspects de la Constitution, l'approche méthodologique, quand même, elle n'est pas la même.
même, les spécialistes vous diront quand même que dans la refondation, il y a d'autres aspects qui interviendront et qui ne dépendent pas simplement des pouvoirs constituants. Et notre constitution de 92 a cette particularité qu'elle est le fruit des concertations nationales, d'une conférence nationale, etc. De manière consensuelle a été mise en place. Donc, ce qui a prévalu à la naissance doit également prévaloir lorsqu'on voudrait vraiment refonder totalement l'État, parce que la refondation implique la modification substantielle, y compris les procédures même de modification. Mais lorsqu'on veut y réviser simplement, moi je pense que les questions formelles, les questions processuelles par rapport à la modification de la Constitution elle-même sont des aspects sur lesquels il va falloir échanger et se mettre parfaitement d'accord. C'est un point technique suffisamment important. Seuls les spécialistes de la matière peuvent nous permettre également d'avancer et de ne pas tomber dans certains pièges. On peut avoir des objectifs politiques, mais les outils techniques de la mise en œuvre diffèrent en fonction du niveau d'engagement de la procédure et des objectifs, en tout cas, qu'on vise. Lorsque je disais tout à l'heure que les objectifs proclamés initialement, c'était l'accord d'Alger, et puis de l'autre côté, les aspects politiques, je vais revenir là-dessus. Je vous dis simplement que sur les aspects politiques, il y a également des choses qui ont été avancées par l'opposition et la société civile. Donc, c'est des points de discussion qu'on peut remettre sur la table, hein. Et il faut simplement créer les conditions d'une révision. On ne révise pas sans pour autant créer les conditions. Et les conditions de la révision ne peuvent être réunies que lorsqu'on prend appui sur les points de divergence qu'on a eus dans les projets antérieurs et qu'on essaie de purger ces points de divergence en trouvant un arbitrage, le tout dans le cadre d'une concertation entre les différents acteurs de la classe politique. Il n'y a pas de constitution de la majorité ou de constitution de l'opposition. C'est la constitution du Mali. Et quand on parle de la constitution du Mali, on met de côté toutes les approches partisanes. Parce que ce qui va être décidé s'appliquera à n'importe quel régime, à n'importe quel camp qui va se retrouver au pouvoir. Donc je pense que c'est l'une des questions sur lesquelles tout le monde doit et tout le monde peut normalement se débarrasser des considérations purement partisanes. Donc le renforcement des pouvoirs du président de la République, l'adaptation de la Constitution à l'accord d'Alger sont des questions qui, si on les met en œuvre maintenant, elles vont s'appliquer à tout pouvoir qui va se mettre sur place et personne ne sait qui va être au pouvoir, en tout cas à partir de 2023. D'accord. Alors, M. Doumbia, dans ce cas, comment créer ces conditions-là ? Alors, je rejoins totalement mes prédécesseurs et je suis totalement d'accord avec ce que Maître vient de dire. Vous savez, la question, la Constitution appartient à tout le monde. C'est tout un peuple qui est concerné et généralement, beaucoup ont tendance à confondre la Constitution, c'est-à-dire sa méthode d'élaboration qui constitue généralement le référendum avec l'élection. L'élection, c'est la démocratie représentative. On choisit quelqu'un pour l'envoyer quelque part qui, à son tour, va prendre une décision à la place des gens qui l'ont envoyé. Alors que la question du référendum constitutionnel, c'est une question de texte, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec la personne ou bien qui, dans le cas de la démocratie représentative. Donc, quand on essaie de prendre l'exemple sur l'une des raisons qui a fait échouer la réforme précédente, c'est que cette réforme a été beaucoup personnalisée. Ça, il faut le dire, beaucoup de gens étaient contre. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites personnalisée ? Personnalisée, beaucoup de gens étaient contre cette réforme parce qu'ils n'étaient pas contre la personnalité du président, de l'initiateur de cette réforme. Donc, ils étaient prêts à voter contre. Beaucoup de gens allaient voter pour parce qu'ils soutenaient la personnalité de l'initiateur. Donc, c'est ça la véritable problématique qui se pose aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui met l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation dans les questions de réforme, ne va jamais voter de telle manière. Donc, pour mettre en place des conditions, c'est vrai, il y a plusieurs approches. La procédure aujourd'hui applicable au Mali, je me dis, il y a deux procédures. Il y a la procédure de principe, ce qu'on appelle la procédure de droit commun, qui est prévue notamment par l'article 118 de la réforme de la Constitution, qui parle de la... D'ailleurs, c'est l'unique article qui fait allusion à la révision de la Constitution
Constitution. Il y a la procédure aussi dérogatoire, ce que j'appelle dérogatoire, qui est prévue notamment par l'article 41 et qui a été expérimentée par beaucoup de pays, parce que c'est une procédure que le général de Gaulle a fait usage par 2 fois pour réviser la Constitution française de 1958, c'est-à-dire en 1962 et en 1969. Il y a certains États qui l'ont emboîté le pas. Le Mali pourrait peut-être expérimenter ce genre de procédure parce que on risque de ressusciter, comme mon collègue l'a dit, le fameux débat sur l'atteinte à l'intégrité territoriale. C'est toujours d'actualité, ça il faut le dire. Et l'interprétation que la Cour constitutionnelle va faire sur la question, je ne sais pas dans quel sens elle va aller, mais ce qui est sûr, la Constitution malienne n'a pas du tout défini qu'est-ce que l'atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Donc on risque de ressusciter le vieux débat concernant le concept d'atteinte à l'intégrité territoriale. Donc, pour éviter d'ailleurs toutes ces éventualités, nous sommes tous unanimes de dire qu'il faut aller dans le sens d'une révision inclusive et participative. Il faut faire participer l'ensemble des acteurs du processus démocratique autour de cette question de réforme pour qu'elle prospère. Comme l'a dit Ben Mamata, la question de la Constitution, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'intérêt national. Et en mettant l'intérêt national du pays, il faudra associer tout le monde autour de cette question de réforme. La commission qui va être mise en place, mon collègue a eu l'occasion de rappeler, il faut qu'elle travaille dans ce sens parce qu'il faut ajouter tout le monde. Il ne faut pas dire que oui, la question de la Constitution, c'est l'affaire exclusive des juristes. C'est vrai, nous avons notre mot à dire, mais aussi les politiques ont leur mot à dire, également les sociologues. C'est une question, la Constitution, c'est une question non seulement politique, juriste et également sociale. Il faut que toutes ces entités soient pleinement impliquées dans ce processus de réforme pour qu'il soit vraiment une réussite. D'accord. Oui, je voulais juste dire par rapport à l'article 118, comme il l'a si bien évoqué, c'est vrai que la Cour constitutionnelle a donné une position. Ça va être difficile pour la Cour de se dédire. La Constitution ne l'a pas définie, mais je pense que la définition de ce genre de notion relève de paramètres techniques du domaine de la loi. Et lorsqu'on regarde le droit positif, je suis en phase de positivisme, je pense bien, on se rend compte que dans le Code pénal, il y a carrément des éléments de définition quand même de cette atteinte à l'intégrité territoriale. Et c'est dommage que la Cour constitutionnelle n'ait pas cherché, en tout cas dans les normes juridiques nationales, une définition de cette atteinte à l'intégrité territoriale pour pouvoir, en tout cas, prendre sa décision et la rendre plus compréhensible. Parce que le problème aussi, c'est qu'il ne suffit pas simplement de prendre une décision, il faudrait que la décision également soit comprise. Une décision comprise est plus facilement mise en œuvre. Les références, les appuis doctrinaux de la Cour constitutionnelle sur la question de l'article 118 sont des références purement françaises et d'un autre temps. Et nous avons en tout cas des textes qui auraient pu aider à cela. Et moi, je pense que ce débat de l'atteinte à l'intégrité du territoire va se poser, qu'on le veuille ou pas. Mais une fois de plus, si on se met d'accord de manière consensuelle, la Constitution également, c'est un acte éminemment politique. Et lorsqu'on se met d'accord sur certaines choses, on peut avancer ensemble au-delà de tout juridisme rigoureux, en tout cas en ce qui concerne l'interprétation de certaines situations. C'est l'un des avantages également du droit constitutionnel aussi, qui est un droit éminemment politique. Mais si on ne va pas dans l'approche consensuelle, chacun va s'agripper en tout cas à un point de droit et aura des arguments à faire avancer, et c'est le projet qui va en pâtir in fine. Moi, je pense qu'il faudrait quand même se parler, créer l'espace de dialogue nécessaire, et nous avons les outils intellectuels pour cela, je pense. D'accord. Oui, Monsieur D, votre réaction? Quelle réaction encore donner, plus que ce qu'ils viennent d'ajouter. Seulement, comme je l'ai dit, il faudra entendre et écouter tous les Maliens. Il faudra tout de suite. Pour nous, il y a un préalable. On ne peut même pas pour l'instant, c'est mon avis, on ne peut pas parler de révision constitutionnelle sans pour autant, bien sûr, régler un certain nombre de points. Je vous donne juste un exemple. Le 31 décembre, c'est la fin du mandat des députés. C'est vrai qu'il y a une loi qui a prorogé ces mandats, mais si vous regardez et que vous suivez l'actualité, vous trouverez certains Maliens qui sont totalement en désaccord avec cette prolongation. Prorogation, si vous voulez. Parce que, bien sûr, tout est une question de lecture. La Constitution, à son état, bien sûr, ne prévoit pas de prorogation des mandats des députés.
C'est 5 ans, c'est 5 ans. Mais après, oui, je me rappelle bien, ça me fait souvenir des grands débats qu'on a eu avec le collègue Doumbia à Bordeaux. Et le 31 décembre, si le mandat, bien sûr, des députés n'était pas prolongé, on fait quoi? Quelle est la solution? Alors, sur cette question déjà, même s'il y a une loi qui a porté sur la prorogation du mandat, il faudra mettre les Maliens autour de la table. Comme vous avez posé la question, nous allons laisser M. Doumbia répondre à cette question. Oui, en fait, non, c'est pour vous dire qu'il il reviendra dessus. On est en phase par rapport à beaucoup de questions. Donc, déjà, j'ai dit qu'il faudra que les Maliens écoutent. D'autant plus qu'il ne faudra pas prendre à la légère. On a un groupement de la société civile aujourd'hui qui a décidé d'observer ce qu'on appelle la désobéissance civile à partir du 1er janvier. Ce sont des éléments qui ne faut pas... Mais quand vous dites désobéissance civile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas compliqué, c'est le refus de se soumettre aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que tout le monde comprenne, en bon français du Sariki et du Soumoukura, c'est le refus de se soumettre aux lois de la République. Et ça c'est promoteur d'un climat encore beaucoup plus délétère. Donc il faudra, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une semaine. Si le président a pris l'initiative d'aller vers la révision, pour moi, il faudra activer tous les leviers possibles pour désamorcer toutes les mésententes et qu'à partir du 1er janvier déjà, on ne puisse pas rajouter une crise à une autre. Mais pensez-vous cela possible? Ah oui, je vous dis qu'aujourd'hui, à l'état actuel du Mali, le Mali est extrêmement devenu un État faible. On le sait, hein? Nous sommes un État extrêmement affaibli. Et du coup, je l'ai dit, ce sont des préalables qu'il faut régler tout de suite avant de penser à quoi que ce soit. Ils l'ont dit, initiative de la révision, concouramment entre le président et les membres de l'Assemblée nationale. Puis, il y a ce qu'on appelle, pour tout ce qui concerne la révision, il y a la mise en place d'un comité. Il faudra véritablement penser à la personne qui doit incarner ces comités-là. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2017. En plein travaux du comité des experts, le président de ce comité a été nommé ministre. Ça pose un problème de lecture déjà. Donc, il faudra faire en sorte que le futur président de ce comité soit un homme visionnaire, un homme qui peut rassembler. Comme il l'a dit, universitaire, politique, personnalité influente de la société civile. Il ne s'agit pas de nous faire sortir ce qu'on nous a fait sortir en 2017, parce que ça ne marchera pas. L'Assemblée nationale nous a dit qu'elle a eu à auditionner plus d'une centaine de personnes. Mais quand on regarde de très près, les 100 personnes auditionnées par l'Assemblée nationale, ça pose encore un autre problème de légitimité et de crise de confiance. Les personnes qui sont parties répondre à ces auditions, qui sont ces personnes-là? Ont-elles une légitimité? Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens leur accordent un minimum de degré de confiance? Ça pose un problème. Donc il ne s'agit pas de dire on a auditionné les leaders religieux, on a auditionné des universitaires, on a auditionné des constitutionnalistes. Qui étaient ces personnes auditionnées? Donc il faudra faire en sorte que le débat ne soit pas obscur. Il faut ouvrir le débat, que ça se passe devant tous les Maliens, sans aucune ambiguïté et sans aucune cachotterie. D'accord. Donc à ce niveau, en ce moment, on verra bien. Pour revenir à la question de M. Doumbia. Alors moi j'ai j'ai toujours dit que la constitution malienne a été toujours malmenée. Elle a atteint ses limites depuis le coup d'État avorté du 29 mars 2012 jusqu'à maintenant. La constitution malienne est en train d'être malmenée par le pouvoir politique et souvent en complicité avec la communauté internationale. Alors pour revenir sur la question relative à la prorogation du mandat des députés. Il y a un fâcheux précédent, notamment celui de 2012, n'est-ce pas, où le mandat des députés a été prorogé. Cette fois-ci, c'était par une loi ordinaire qui n'a fait d'ailleurs aucune trace dans la constitution malienne de 92, alors que c'est la constitution qui prévoit d'ailleurs le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Alors pour changer cette disposition, il faut une modification préalable de cette disposition pour permettre aux députés de voir leur mandat prorogé, ce qui n'a pas été le cas. Et cette fois-ci, c'est une loi organique qui n'est pas aussi une loi constitutionnelle, c'est-à-dire qui ne fera aucune trace dans la disposition relative au mandat des députés à l'Assemblée nationale qui va proroger encore leur mandat. Alors, la Cour constitutionnelle a été saisie, elle a rendu sa décision et contrairement à celle qui est rendue en 2006, je crois, par la Cour constitutionnelle béninoise qui a été très claire parce qu'il y avait une volonté de proroger le mandat
des députés béninois à l'époque, la Cour constitutionnelle a été très claire pour dire que le mandat des députés à l'Assemblée nationale est de 5 ans. Pour proroger cette disposition, il faut une modification préalable de la Constitution béninoise. Donc, ce qui est également valable pour notre pays. Donc, pour dire que la Constitution malienne est vraiment malmenée. Peut-être, je ne serais pas d'accord avec mon cher maître sur cette question parce que il a, au début de son intervention, il a mis peut-être l'accent sur le caractère souple de la procédure de révision qui risque d'être inscrit dans le projet de réforme. C'est vrai, la question de la révision de la Constitution malienne aujourd'hui, c'est totalement lourd. C'est-à-dire il faut passer toujours par un référendum. Je me dis, c'est vrai, c'est l'un des éléments les plus importants, mais avec l'évolution du droit constitutionnel, avec la survenance d'un certain nombre de circonstances. Alors, s'il faut apporter, n'est-ce pas, chaque fois une modification à une virgule, un point virgule de la Constitution en recourant au référendum, ça devient extrêmement lourd pour les contribuables maliens. Alors, il y a des révisions d'une certaine, qui ne sont pas d'une certaine importance particulière, telles qu'il y a déjà une directive de l'UEMOA qui demande à ce qu'on instaure une Cour des comptes. Jusqu'à présent, le Mali ne l'a pas fait. Alors, s'il faudra organiser tout un référendum juste pour mettre en place une Cour des comptes, ça devient extrêmement coûteux au peuple, aux contribuables maliens. Donc, pour des révisions qui ne sont pas d'une certaine importance particulière, donc, on peut prévoir des mécanismes de révision parlementaire à travers ces dispositions. Mais par contre, pour des révisions qui sont d'une certaine sensibilité extraordinaire, telles que la limitation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, telles que la limitation de la durée du nombre du mandat du président de la République, on peut maintenir le caractère référendaire à travers ces réformes. Mais pour des révisions de moindre importance, on peut essayer d'expérimenter, n'est-ce pas, cette procédure référendaire juste pour peut-être revenir sur ce que mon collègue disait, parce que s'il y avait la formule de révision parlementaire, on aurait peut-être pu changer certaines dispositions de la Constitution pour l'adapter à certaines situations, ce qui est totalement impossible. Monsieur Touré, êtes-vous convaincu par les propos de Monsieur Doumbia quand il disait qu'il n'était pas d'accord avec vos propos, disons, un caractère souple? Moi, je pense que c'est un débat d'école. Les débats d'école sont très intéressants, mais si on les met en rapport avec la réalité du moment, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Je vous dis simplement, si on était dans le cadre d'une constitution souple, maintenant on aurait trouvé que le projet qui a été mis en sommeil est passé. Comment ? Est passé parce que la voie du Congrès, ça veut dire si on avait un Sénat et une Assemblée, se seraient réunis simplement pour faire passer le projet sans pour autant soumettre à l'approbation du peuple par la voie référendaire. Et nous savons que le Mali est un pays qui est très faible en ce moment-là et il y a beaucoup de choses que le Mali, en tout cas, a subies et sous la pression et qui peuvent être intégrés dans notre constitution si vraiment les gouvernants sont dans cette position de faiblesse. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on réfléchisse vraiment sur le type de constitution. C'est une réflexion. Il y a des avantages. C'est très démocratique, la constitution souple, mais elle met la constitution à la portée des parlementaires. Et les parlementaires, nous savons que très souvent le fait majoritaire est souvent perverti. Donc moi j'estime que la norme suprême doit être mise hors de portée des parlementaires. C'est un point de vue qui n'engage que moi, mais on peut voir autre chose. Maintenant, pour revenir simplement au processus de révision, moi je vous le dis très simplement, le portage est très important, l'approche méthodologique est tout aussi importante. Vous savez, on a des points de convergence entre les différents protagonistes. Il y a des questions de fond, il y a des questions de forme. Si on met en place une commission de révision avec une personne quand même crédible qui est capable de fédérer les Maliens autour de l'essentiel, il va travailler avec des experts et toute la classe politique malienne sur les points de convergence. Lorsqu'on se mettra d'accord sur l'essentiel par rapport aux points de convergence, maintenant les questions de forme et d'opportunité par rapport à l'article 118, on pourrait en discuter. Si on se met d'accord sur les pouvoirs du président de la République, si on se met d'accord maintenant sur l'introduction de nouvelles institutions, si on se met d'accord maintenant sur les principes, la révision vraiment des éléments substantiels de la Constitution, maintenant on va poser la question de l'opportunité, article 118,
C'est vrai que la Cour constitutionnelle a dit ceci, il y a d'autres textes qui disent cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on y va parce qu'on est tous d'accord sur le fond, ou bien on attend que cette intégrité territoriale soit recouvrée? Moi, je pense que si on veut aller vite et qu'on se donne des délais et des indicateurs de timing pour qu'on rentre dans des cases par rapport à l'accomplissement de ceci ou cela, ça peut également compromettre un peu vraiment l'objectif recherché. Il faudrait qu'on le fasse dans le temps nécessaire et en prenant le temps surtout de la réflexion de fond, la réflexion substantielle, en y intégrant le maximum des techniciens et de sachants professionnels pour que la chose ne soit pas perçue comme étant quelque chose de purement partisan. Parce que, comme je l'ai dit, la Constitution, c'est celle du Mali, pas d'un camp. Alors, M. Touré nous parle de problème de temps. Oui, la temporalité, elle est extrêmement importante. Mais vous dites de trouver la forme d'ici le 31 décembre 2018. Il y a des préalables qu'il faut tout de suite corriger. C'est notamment cette histoire de prorogation du mandat des députés. Parce que je l'ai dit et je le répète, pour beaucoup de Maliens, ces mandats ne devaient pas être prorogés. Et même au sein de la classe politique, on a entendu un certain nombre de leaders parler de la même voix. Donc j'ai dit aujourd'hui qu'il faut faire extrêmement attention. D'autant plus que si on ne reconnaît pas cette prorogation du mandat, il n'y a pas de révision possible. Parce que vous connaissez la procédure que le projet de loi portant révision de la Constitution doit être voté à la majorité qualifiée. À partir du moment où cette crise de confiance et de légitimité se pose, l'Assemblée nationale ne pourra plus voter. Donc il n'y a même pas de vote de la loi de révision si on ne se met pas d'accord sur cette question de prorogation des mandats des députés. Mais en revenant dans le débat. Pour rajouter à ça, parce que si même ces députés prorogés votent cette loi, ça va peut-être réduire les positions encore. On va dire que ça a été voté par des députés qui n'ont pas la légitimité. Alors, donc on procédure que moi j'ai invoquée, c'est la procédure de l'article 41, n'est-ce pas, qui dispense les députés de la votation du projet de réforme pour soumettre directement au peuple qui va l'approuver, même si ça avait débat aujourd'hui dans la doctrine des experts du droit constitutionnel. Mais c'est une question qui est de plus en plus évoquée et recourue par différents États, n'est-ce pas, qui ont procédé non seulement au changement de leur constitution, mais aussi à leur révision. Donc c'est tout à fait possible. Ce que je voudrais aussi ajouter sur ce qu'il vient de dire, il y a une crise de confiance qui est là. Donc l'élément le plus important, surtout, c'est la reconnaissance de la légitimité, de la légalité du président de la République. Il faut que cette question soit définitivement enterrée avant qu'on aille dans la réforme. Parce que l'opposition, c'est un élément essentiel, incontournable de la démocratie et de cette question de réforme. Elle a suffisamment son mot à dire. Elle doit être associée. Donc elle ne va jamais, n'est-ce pas, accepter de participer à une réforme qui provient d'une autorité qu'elle-même, elle ne reconnaît pas. Donc ça pose extrêmement de problèmes. Donc il y a suffisamment de préalables, comme mon collègue dit. Je l'ai dit, ils viennent d'utiliser leur temps de... Allez-y, monsieur D. C'est pour vous dire que, vous voyez jusqu'à quel point, quand je parle de préalables, il y a des choses à faire. Il faudra effectivement trancher une bonne fois, en tout cas, ramener une bonne fois pour tous les acteurs autour des questions essentielles, notamment de la reconnaissance légale du président de la République, une bonne fois pour toutes. Oui, mais ça, c'est lié. C'est lié au contentieux. Il faut discuter, oui. Non, parce que la reconnaissance de la... C'est un autre débat, maître. Oui, allez-y, vous parlez de légitimité. Je vais refuser de lui donner la parole. Allez-y. Parce que c'est très important. Parce que si l'initiative provient du président de la République, alors qu'on a une classe politique aujourd'hui qui ne lui reconnaît pas ses statuts de président, ça pose déjà un problème. Puisqu'on sait que dans la procédure, ce sont les députés qui doivent voter à la majorité qualifiée. Déjà, après le 31, ils n'ont plus de légitimité. Ça va poser encore un autre problème. Donc, du coup, vous avez à tous les niveaux aujourd'hui des situations qui viennent compliquer davantage cette réforme constitutionnelle qu'on veut mettre en place. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'à un moment donné, il faudra faire appel aux universitaires parce que tout est une question de pédagogie et tout est une question surtout de méthode. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Une dernière question avant de boucler ce débat. Est-il nécessaire, voire indispensable, de réviser la Constitution maintenant ?
sans avoir au préalable trouvé les solutions aux questions que nous venons de soulever, il ne faut même pas tenter. Et vous, Monsieur Touré? Moi, j'abonde dans le même sens, sauf que je voulais ajouter sur le plan de la légalité non reconnue du président de la République. Le problème, c'est que Monsieur Touré, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Non, je voulais simplement dire qu'au même titre que les députés sont perçus comme étant pas très légitimes, le président de la République également. Pour purger cette question, il suffit juste que la Cour suprême se prononce sur, en tout cas, la procédure engagée contre la présidente de la Cour constitutionnelle, parce qu'on estime qu'elle était en forfaiture et que cette forfaiture entache toute la procédure d'introduction du président de la République. Donc, il faut trancher cette question également, qui est un des préalables dont parlait M. Juste que la seule institution légitime pour le moment à la République du Mali, c'est le président de la République. Les membres du Conseil des collectivités territoriales ont leur mandat qui est arrivé à terme. À l'Assemblée nationale, la même chose. Pour dire en bref, le plus important, c'est de permettre au peuple malien de se retrouver autour de l'essentiel, la paix, pour une cohésion nationale au service de la révision constitutionnelle. Sinon, ça ne prospérera pas. D'accord. Merci beaucoup. Et cela met fin à ce débat sur la révision de la Constitution. Grand merci à nos invités. Dr Fousséni Doumbia, constitutionnaliste. Dr Souleymane Dey, professeur de la faculté de droit public à l'Université du Mali. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat au barreau malien. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Salim Diouara. La régie est assurée par Gagny Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.